Voilà, on va démarrer, si vous le voulez bien. Donc, la vascularisation et l'innervation du pelvis vont être le sujet du cours d'aujourd'hui. Et donc, la vascularisation artérielle du pelvis procède des branches de division de l'artère iliaque commune. Les deux artères iliaques communes, droite et gauche, vous le savez, naissent de la division de l'aorte en regard de la quatrième vertèbre lombaire. Et chaque artère iliaque commune va se porter de chaque côté, donc à droite et à gauche, et va se diviser pour assurer, d'une part, la vascularisation du membre inférieur par l'artère iliaque externe, qui deviendra l'artère fémorale, et la vascularisation des parois et des viscères du petit bassin et de la région glutéale par l'artère iliaque interne. Nous allons placer ce système artériel qui se caractérise d'une part par une extrême variabilité et d'autre part par des anastomoses extrêmement denses, ce qui fait qu'on peut sacrifier une, voire les deux artères iliaques internes sans nécrose pelvienne, ce qui est quand même pratique, notamment dans la chirurgie des pathologies de l'aorte. Donc, variation et anastomose, et nous allons représenter ce système sur une vue médiale après avoir réalisé une coupe sagittale du bassin, orientée crânialement et ventralement. Nous allons donc représenter l'hémibassin droit. Nous plaçons sur cette vue la partie distale de la colonne vertébrale lombaire ou lombale, dont vous voyez ici les vertèbres L4 et L5, les corps vertébraux des vertèbres L4 et L5, en arrière desquels nous aurons les processus épineux des vertèbres L4 et L5, ici sectionnés sagittalement, puis en dessous de L5, le sacrum, dont voici le corps, présentant vers l'avant sa concavité sacrée. Le sacrum, vous le savez, est constitué de la fusion de 5 pièces sacrées que l'on note S1 à S5. En arrière du corps du sacrum se place le canal sacré, limité encore en arrière par la crête sacrée médiane, apparaissant ici sur la coupe sagittale. Avec l'extrémité inférieure du sacrum vient s'articuler le coccyx que nous plaçons à ce niveau. En profondeur du plan de coupe va apparaître la face antérieure du sacrum qui est creusée par les 4 foramens sacrés ventraux, d'où émergeront les rameaux ventraux des nerfs spinaux sacrés S1 à S4. Et nous placerons en avant la section la symphyse pubienne à ce niveau. Reliant le bord antérieur du sacrum à la symphyse pubienne va apparaître la ligne arquée de l'os coxal, au-dessus de laquelle va apparaître le relief ici de l'aile iliaque, qui est donc délimité vers le haut par la crête iliaque, puis nous avons le bord antérieur de l'os coxal, épine iliaque antéro-supérieure, épine iliaque antéro-inférieure, éminence iliopubienne, ce trait venant se fusionner avec la ligne arquée pour rejoindre le pubis. Vers le bas, nous aurons la grande incisure ischiatique qui va venir limiter donc en arrière le bord postérieur de l'os coxal, grande incisure ischiatique, épine ischiatique, petite incisure ischiatique et la tubérosité ischiatique, puis la branche ischiopubienne. Nous pouvons placer à ce niveau le foramen obturé. Alors sur cette représentation d'ostéologie vont pouvoir se greffer des éléments ligamentaires. Le ligament sacro-épineux reliant
le bord latéral du sacrum à l'épine ischiatique et en arrière de lui, le ligament sacro-tubéral reliant le sacrum à la tubérosité ischiatique, ligament sacro-tubéral, et bien sûr la membrane obturatrice que nous allons dans un instant recouvrir par le muscle obturateur interne. Cette membrane obturatrice venant fermer le foramen obturé et délimitant à sa partie supérieure le canal obturateur. Quelques éléments musculaires vont également être utiles à placer. Il s'agira d'abord du muscle piriforme, qui est un muscle pelvi-trochantérien tendu de la face antérieure du sacrum en regard des foramen sacrés ventraux numéro 2 et numéro 3 au grand trochantère. Ce muscle piriforme qui va donc traverser la grande incisure ischiatique par laquelle il sort du petit bassin, contribue à délimiter cet espace et crée deux foramen de communication entre le petit bassin et la région glutéale. C'est le canal suprapiriforme, au-dessus du piriforme, et le canal infrapiriforme, entre le muscle piriforme et le ligament sacro-épineux. Dernier élément musculaire que nous allons placer à ce niveau, c'est l'obturateur interne, autre muscle pelvi-trochantérien, qui s'insère sur le cadre obturateur et la face endopelvienne de la membrane obturatrice et qui va par un tendon sortir du petit bassin par la petite incisure ischiatique où il va alors cheminer dans la région glutéale pour se terminer lui aussi sur le grand trochantère. L'ensemble des vaisseaux que nous allons voir aujourd'hui viennent de l'aorte abdominale. Cette aorte, qui représente le plus gros vaisseau du corps, chemine dans la région rétro-péritonéale et elle se termine par bifurcation en regard de la quatrième vertèbre lombaire ou lombale, donnant les deux artères iliaques communes, droite et gauche. L'iliaque commune gauche, que nous représentons ici, nous la sectionnons, puisque nous enlevons l'hémibassin gauche, et donc ce que nous allons pouvoir observer, ce sera l'artère iliaque commune droite qu'on va laisser avec cette préparation et ses branches de division. L'artère iliaque commune droite se porte vers le bas, vers la droite et légèrement vers le dehors et présente un trajet habituellement très contourné et dont la courbure va fortement varier selon les individus, cheminant dans la région du grand bassin, au bord médial du muscle psoas que nous ne représentons pas à ce niveau. L'artère iliaque commune ne présente pas de branche collatérale dans la région et elle se termine après un trajet en moyenne de 6 cm lorsqu'elle croise en fonction des cas le disque lombosacré ou le niveau de l'articulation sacro-iliaque pour donner les artères iliaques externes et internes. L'iliaque externe prolonge le trajet de l'iliaque commune, reste dans le grand bassin, accompagne la face médiale du muscle psoas et va se terminer lorsqu'elle s'engage dans la lacune vasculaire, on place ici le ligament inguinal, où cette artère va donner l'artère fémorale assurant la vascularisation
du membre inférieur. La deuxième branche terminale de l'iliaque commune, c'est l'iliaque interne, qui, elle, se détache formant un angle quasiment perpendiculaire à l'axe iliaque commun, iliaque externe. Elle va croiser le détroit supérieur pour plonger dans le petit bassin. L'artère iliaque externe, dans son trajet pelvien, va donner deux branches collatérales significatives. Une première va être satellite de l'aile iliaque, de la face interne de l'aile iliaque, c'est l'artère circonflexe iliaque profonde qui va contribuer à assurer la vascularisation du muscle iliaque qui s'insère dans la fosse iliaque et de la crête iliaque. Cette artère, je la cite parce qu'elle est relativement constante, assez volumineuse, et elle peut être utilisée en chirurgie réparatrice pour prélever des greffons vascularisés de crête iliaque qui peuvent être utilisés, par exemple, en reconstruction des mâchoires. L'autre branche collatérale de cette artère naît de l'iliaque externe, juste en amont de la lacune vasculaire. C'est l'artère épigastrique inférieure que je place juste ici sur un petit segment de son trajet, artère épigastrique inférieure qui va remonter à la face postérieure de la paroi de l'abdomen et contribuer à délimiter la limite médiale de l'anneau inguinal profond, voire court sur le canal inguinal. Plus informatif pour nous et plus complexe est l'artère iliaque interne. L'artère iliaque interne naît donc de l'artère iliaque commune lorsque celle-ci se divise en regard du disque L5-S1 ou plus fréquemment de l'articulation sacro-iliaque. Contrairement à l'iliaque externe qui prolonge le trajet, qui prolonge la courbure naturelle de l'iliaque commune, l'iliaque interne, elle, se détache, formant un angle qui est souvent un angle droit, qui l'amène à plonger dans l'excavation pelvienne, où elle va cheminer en regard de la paroi latérale du petit bassin. Les rameaux de division, la distribution de l'artère iliaque interne, ces rameaux sont extrêmement variables d'un sujet à l'autre. Nous allons donc prendre le parti de classifier les branches qui naissent de l'iliaque interne en fonction de leur territoire, pariétal ou viscéral, et nous considérerons que l'artère iliaque interne se termine en donnant une artère terminale qui est l'artère pudendale interne. Les branches collatérales pariétales de l'iliaque interne sont tout d'abord l'artère ilio-lombaire ou artère ilio-lombale. Cette artère naît de l'iliaque interne ou de l'artère glutéale supérieure et va présenter un trajet récurrent remontant vers le haut, recroisant le détroit supérieur et venant cheminer alors dans la région lombaire où cette artère ilio-lombaire, par une branche ascendante, va présenter des anastomoses avec les artères lombaires, les dernières artères lombaires de l'aorte abdominale, et va également présenter une branche transversale qui va rejoindre les branches de l'artère circonflexe iliaque profonde, réalisant ainsi un système d'anastomose entre les branches de l'iliaque interne et de l'iliaque externe. Deuxième collatéral collatéral pariétal de l'artère iliaque interne, c'est l'artère
sacré ou sacral latéral, qui naît là aussi, selon les cas, de l'artère iliaque interne ou de l'artère glutéale supérieure. C'est une artère qui va gagner la face antérieure du sacrum et qui va descendre latéralement par rapport aux foramen sacrés ventraux, donnant habituellement des rameaux qui s'engagent dans les foramen sacrés ventraux et qui vont se destiner à la vascularisation du sac durmérien et des racines des nerfs spinaux sacrés qui cheminent à ce niveau. L'artère sacrée latérale est éminemment variable, il peut y en avoir une, il peut y en avoir plusieurs de chaque côté, et les branches de cette artère contractent par ailleurs des anastomoses avec l'artère sacrée ou sacrale médiane qui naît de la culotte aortique et qui descend sur la ligne médiane en regard de la partie inférieure de la colonne lombaire, puis en regard de la partie médiane du sacrum. J'en représente ici un segment, artère sacrée médiane, qui représente la partie distale involuée de l'aorte. L'artère glutéale supérieure est la plus grosse branche collatérale, la plus volumineuse collatérale pariétale de l'artère iliaque interne. C'est une artère qui, lorsque l'iliaque interne se divise en tronc antérieur et postérieur, naît du tronc postérieur de cette artère. Quoi qu'il en soit, la glutéale supérieure, volumineuse collatérale pariétale de l'iliaque interne, va s'engager dans le canal suprapiriforme, c'est-à-dire entre la grande incisure ischiatique et le bord supérieur du muscle piriforme. À ce niveau, l'artère glutéale supérieure quitte le pelvis mineur et se retrouve dans la région glutéale dont elle va assurer la vascularisation des muscles en regard, les muscles petits et moyens fessiers, tenseur du fascia lata, et surtout le muscle grand fessier ou muscle grand glutéal, dont cette artère représente le pédicule supérieur qui peut être utilisé dans la chirurgie de réparation des escarres de la région sacrée. L'artère iliaque interne va ensuite donner, plutôt vers l'avant, l'artère obturatrice, quatrième branche collatérale pariétale de l'iliaque interne, artère obturatrice qui, comme son nom l'indique, va se porter vers l'avant et s'engager dans le canal obturateur, traverser le foramen obturé, où elle est d'ailleurs accompagnée par le nerf obturateur, que l'on va placer dans un instant, et par là, venir se retrouver dans la région médiale de la cuisse, dont elle va participer à assurer la vascularisation. Enfin, l'artère iliaque interne donnera l'artère glutéale inférieure, qui s'engage dans le canal infrapiriforme entre le muscle piriforme et le ligament sacro-épineux. Cette artère va donc quitter la région du petit bassin pour se retrouver dans la région glutéale, où elle va assurer la vascularisation notamment de la partie inférieure du muscle grand fessier. C'est donc un pédicule qui peut être lui aussi utilisé dans la chirurgie de réparation des escarres de la région fessière. Et cette artère glutéale inférieure donne également souvent une branche descendante pour la région postérieure de la cuisse. Alors ceci
permet de faire un petit point pour dire qu'effectivement, le membre inférieur va recevoir finalement une artère principale qui est l'artère fémorale qui provient de l'iliaque externe et donc qui représente le pédicule principal du membre inférieur. C'est l'artère nourricière majeure. Mais par l'obturatrice et par la glutéale inférieure et par sa branche descendante, le membre inférieur reçoit 2 pédicules accessoires. Et ces suppléances accessoires peuvent être recrutées, notamment dans les pathologies athéromateuses de l'artère fémorale, et peuvent assurer, dans une certaine mesure, une suppléance vasculaire chez le patient artéritique. Iliolombaire, sacré-latérale, glutéale supérieure, obturatrice et glutéale inférieure sont les 5 branches collatérales pariétales de l'iliaque interne que l'on a représentées de cette manière, mais si vous faites 20 artériographies chez 20 personnes différentes, vous pouvez avoir 20 distributions différentes. C'est très variable puisque cette artère iliaque interne peut soit présenter un axe longitudinal avec les branches qui partent par collatéralité, ou toutes les branches qui naissent de l'iliaque interne peuvent naître d'un coup, formant un bouquet d'artères collatérales qui donc présente par conséquent une morphologie très différente. L'iliaque interne va par ailleurs donner des collatérales viscérales. Ces collatérales vont par définition assurer la vascularisation de viscères de la région. Ces collatérales sont les suivantes. Il s'agit d'abord de l'artère ombilicale qui naît classiquement de la partie antérieure de l'artère iliaque interne, et cette artère va se porter vers l'avant, formant une courbure qui l'amène à passer au-dessus de la face supérieure de la vessie, enfin au-dessus et latéralement, bien évidemment. L'artère ombilicale, lorsqu'elle chemine en regard de la face supérieure de la vessie, va donner 2 ou 3 artères vésicales supérieures qui correspondent en réalité au mode de terminaison de cette artère. Au-delà de la naissance des artères vésicales supérieures, l'artère ombilicale se fibrose et n'existe plus que sous la forme d'un cordon fibreux. Et ce cordon fibreux, si vous vous rappelez bien, on l'avait déjà cité, puisqu'il va former le ligament ombilical médial, le pli ombilical médial. Alors, plaçons à ce niveau la ligne blanche, interrompue en L4 par l'ombilic. Eh bien, en profondeur du plan du tableau, on pourra voir passer à ce niveau le reliquat fibreux de l'artère ombilicale venant rejoindre l'ombilic. Et si l'on regarde l'ombilic en vue postérieure, eh bien, l'ombilic, qui est la cicatrice de l'insertion de l'ombilic, eh bien, du cordon ombilical, reçoit vers le haut un cordon fibreux qui est le ligament rond du foie, on y reviendra, et vers le bas, reçoit sur la ligne médiane l'ouraque, qui est le vestige de l'allantoïde et qui relie l'ombilic à la vessie, et reçoit de chaque côté les vestiges fibreux des artères ombilicales qui sont reliés à l'ouraque par le fascia ombilico-prévésical, l'ensemble étant recouvert par le péritoine. Artère ombilicale. Nous avons ensuite des artères génitales et évidemment ces artères vont varier en fonction du sexe de l'individu. Il va s'agir de l'artère utérine chez les femmes et dont l'équivalent chez les hommes est l'artère
prostatique. On la place à ce niveau. Bien sûr, je ne vais pas les détailler puisque nous les reprendrons lorsque nous étudierons chacun de ces viscères. Artère utérine ou prostatique. Et nous avons ensuite une artère vaginale. Alors l'artère utérine se destine à essentiellement la vascularisation de l'utérus et l'artère prostatique constitue le pédicule principal de la prostate. Artère vaginale qui va être le pédicule principal pour le vagin et dont l'équivalent chez les hommes est une artère qui se destine à la vessie et au conduit déférent et qu'on appellera donc artère vésico-déférentielle. Enfin, parmi les collatérales viscérale, une dernière artère extrêmement variable, artère rectale moyenne, qui se destine à la vascularisation du rectum. L'artère utérine va donner une artère terminale qui est l'artère pudendale interne. Artère terminale, qui est l'artère pudendale interne. On l'appelait autrefois l'artère honteuse interne, et c'est globalement l'artère qui se place dans l'axe global que forme cette artère iliaque interne. L'artère pudendale interne est une artère dont le territoire va concerner à la fois les viscères de la région sous-péritonéale et la région du périnée. Cette artère va s'engager dans le canal infrapiriforme et va sortir donc de la région du petit bassin où elle va donc avoir un court trajet dans la région glutéale. Avant que de revenir dans la région pelvienne en s'engageant dans la petite incisure ischiatique où cette artère pudendale interne va alors s'engager dans la fosse ischio-rectale où elle va présenter un trajet contre le fascia de l'obturateur interne dans un dédoublement de ce fascia, formant le canal pudendal ou canal d'Alcock. Elle se porte vers l'avant, longeant la face médiale de l'obturateur interne et arrive sous la symphyse pubienne où cette artère pudendale interne se termine par continuité, donnant l'artère dorsale du clitoris ou du pénis. Dans son trajet, l'artère pudendale interne va donner un certain nombre de branches collatérales, artère rectale inférieure, des vaisseaux pour les viscères de l'espace sous-péritonéal, et elle va également donner, dans le canal pudendal, ou juste à sa sortie, une artère périnéale qui va participer à la vascularisation du périnée. Les veines pelviennes sont globalement satellites des artères et concernant les veines satellites des branches de l'iliaque interne, elles ont la particularité d'être souvent extrêmement complexes, formant des sortes de plexus veineux dont la systématisation est parfois difficile à réaliser. Une particularité dans la région du petit bassin est que, au niveau du rectum, le drainage veineux sera un drainage qui sera double. Et si on représente une vue schématique ici
du rectum, eh bien, la partie supérieure de cet organe va présenter un drainage satellite des veines du tractus digestif et donc un drainage veineux vers le système de la veine porte, alors que la moitié inférieure du rectum, elle, va présenter un drainage veineux qui va dépendre des rameaux de l'iliaque interne et par conséquent de la veine cave inférieure. Donc nous avons là deux voies de drainage sur lesquelles bien sûr nous reviendrons quand on étudiera le système digestif, et quand on a deux voies de drainage qui se superposent partiellement, eh bien on va avoir une zone de drainage double, c'est-à-dire à la fois vers le système de la veine cave inférieure et vers le système de la veine porte. Et donc nous allons avoir dans la région du rectum des anastomoses entre la veine porte et la veine cave inférieure. Ce sont donc les anastomoses portocaves. Et ce système d'anastomose peut présenter des phénomènes de dilatation, c'est-à-dire des varices, qu'au niveau du rectum et du canal anal, on va appeler des hémorroïdes, en particulier lorsque la pression veineuse va augmenter de façon pathologique dans la veine porte, par exemple en cas de cirrhose hépatique. Heureusement, les hémorroïdes, qui représentent une pathologie proctologique extrêmement fréquente, ne sont pas toujours et de loin liés à une hypertension portale. Il existe un deuxième endroit dans le tube digestif où existent ces anastomoses portocaves, c'est le bas œsophage et l'œsophage abdominal, avec là aussi, en cas de cirrhose hépatique, des possibilités de dilatation de ces zones d'anastomose formant les varices œsophagiennes, dont la rupture est souvent un mode de décès chez les patients porteurs d'une cirrhose au stade terminal. On reviendra sur ces éléments lorsque nous aborderons le tube digestif. Les vaisseaux iliaques sont enfin accompagnés par des vaisseaux lymphatiques qui vont constituer donc les chaînes lymphatiques iliaques externes présentant donc des vaisseaux lymphatiques interrompus par des lymphoneux qui sont donc les lymphoneux iliaques externes, en continuité avec les lymphoneux de la région fémorale. Nous avons ensuite, satellites de l'iliaque interne et de ses branches des lymphoneux iliaques internes. Ces chaînes lymphatiques iliaques externes et iliaques internes se réunissent pour former la chaîne lymphatique iliaque commune qui se prolonge dans la région rétropéritonéale par les voies lymphatiques rétropéritonéales, satellites de l'aorte abdominale et de la veine cave inférieure. Voilà pour l'étude, donc la distribution des artères, des veines et des lymphatiques du pelvis. Et bien sûr, cette base de description sera reprise pour chaque organe et permettra donc de définir de façon systématique la vascularisation de chaque structure présente dans la région du petit bassin et du périnée. Nous allons à présent aborder la distribution des nerfs de la région pelvienne, et ces nerfs du petit bassin, nous allons les mettre en place sur la même vue médiale d'un hémibassin droit dont l'orientation est orientée crânialement et ventralement. On va là aussi replacer les vertèbres lombaires L4 et L5, représentés ici en coupe sagittale, et dont nous plaçons ici en arrière les processus épineux, puis
le sacrum, dont vous voyez ici la courbure antérieure. Le sacrum est constitué de la fusion de 5 pièces sacrées, en arrière desquelles apparaît la crête sacrée médiane, délimitant avec le corps du sacrum le canal sacré. Avec la pointe du sacrum apparaît le coccyx, que nous plaçons à ce niveau. La face antérieure du sacrum, interrompue au niveau de laquelle s'ouvrent les 4 foramen sacrés ventraux. En avant, la symphyse pubienne, la ligne arquée, la crête iliaque, l'épine iliaque antéro-supérieure, épine iliaque antéro-inférieure, éminence iliopubienne, la grande incisure ischiatique, l'épine sciatique, petite incisure ischiatique, tubérosité ischiatique, branche ischio-pubienne et foramen obturé. Les éléments ligamentaires, ligament sacro-épineux, ligament sacro-tubéral, qui viennent fermer ici, qui contribuent à fermer l'excavation pelvienne. On placera quelques éléments musculaires. Voici, comme tout à l'heure, le muscle piriforme, délimitant le canal suprapiriforme et le canal infrapiriforme, mettant en communication cet espace avec la région glutéale. On placera cette fois-ci recouvert par son fascia le muscle obturateur interne, donc muscle pelvitrochantérien qui relie la face endopelvienne du foramen obturé au grand trochanter. Et ce muscle obturateur interne, vous le savez, son fascia est parcouru par un arc fibreux, c'est l'arc fibreux de l'élévateur de l'anus, arcus tendineus levator ani, qui va donner insertion au muscle élévateur de l'anus que on va placer à ce niveau en ne dessinant ici que le contingent iliococcygien de ce muscle, contingent statique, dont le bord libre contribue à délimiter la fente urogénitale, livrant passage aux viscères du petit bassin. Enfin, vers le haut, on placera le muscle psoas, dont voici la partie inférieure. Le muscle psoas s'insère sur la colonne lombaire par un chef vertébral et un chef transversaire et est rejoint dans la fosse iliaque par le muscle iliaque pour s'engager dans la lacune musculaire et se terminer sur le petit trochanter. Nous allons trouver dans la région pelvienne des éléments nerveux de différentes natures. D'abord, on va avoir des nerfs qui se destinent aux membres inférieurs, qui vont traverser la région et que l'on va placer au titre des rapports de cette région, puisque ces éléments vont être étudiés avec le membre inférieur, et donc nous n'allons pas y consacrer plus de temps. Il s'agit des 2 rameaux terminaux du plexus lombaire, le nerf fémoral qui va accompagner l'iliopsoas dans la lacune musculaire pour rejoindre la région du trigone fémoral, et un peu
en dessous le nerf obturateur, deuxième rameau terminal du plexus lombaire, qui lui passe en dessous du psoas et rejoint le canal obturateur, où il est d'ailleurs satellite de l'artère obturatrice, pour gagner le groupe médial de la cuisse. Nous allons ensuite avoir, un peu plus en arrière, le rameau terminal principal du plexus lombosacré, qui est le nerf sciatique, nerf ischiatique, qui est un nerf qui se constitue à partir des rameaux ventraux des nerfs spinaux L4 à ce niveau et L5, formant le tronc lombosacré, rejoint par les rameaux des fibres issues des rameaux ventraux, des nerfs spinaux S1, S2 et S3. L'ensemble va constituer ce volumineux nerf sciatique, nerf ischiatique, qui est le plus gros nerf du corps humain, qui s'engage dans le canal infrapiriforme pour venir ensuite cheminer dans la région glutéale. Ça, ce sont des éléments des nerfs donc issus des plexus lombaires et lombosacrés et qui vont traverser la région pour ensuite se destiner aux membres inférieurs. Nous allons plutôt nous focaliser sur les nerfs strictement destinés à la région du pelvis. Ces nerfs, eh bien, ils vont être de deux natures. Ce seront des nerfs somatiques, c'est-à-dire issus des rameaux ventraux des nerfs spinaux sacrés, venant constituer le plexus sacré ou plexus pudendal. Alors là, la nomenclature est un peu... Enfin, on peut prendre le parti de parler de plexus sacré, S2 à S4, et c'est Kamina qui proposait le terme de plexus pudendal, dans la mesure où ce plexus donne un rameau terminal principal qui est le nerf pudendal, donc nerf principal de la région périnéale. Dans la nomenclature internationale stricte, le plexus sacré, c'est le plexus L4 S3 qui donne naissance au nerf sciatique que je prends le parti de dénommer par plexus lombosacré, compte tenu de l'importance des racines L4 et surtout L5 dans la constitution du nerf sciatique et dans les pathologies liées au nerf sciatique. Alors, ce plexus, donc constitué de nerfs somatiques et qui vont se destiner à la région, se constitue à partir des rameaux ventraux des nerfs spinaux sacrés S2, S3 et S4. Ces rameaux ventraux vont donner naissance à des rameaux collatéraux et à un rameau terminal, le nerf pudendal. Les rameaux collatéraux, certains ont déjà été cités, sont tout d'abord le nerf du muscle élévateur de l'anus, issu de fibres, enfin constitué de fibres issues des nerfs spinaux S3 et S4, donc S3 à ce niveau et S4, voici S4, gagnant la face supérieure du muscle élévateur de l'anus dont il assure l'innervation. Nerf de l'élévateur de l'anus. Nous avons ensuite, issu uniquement du rameau ventral de S4, le nerf du muscle coccygien. Alors ce muscle coccygien, vous savez, c'est ce muscle très atrophique qui double la face profonde du ligament sacro-épineux, mais qui reçoit quand même une innervation par le rameau ventral de S4 uniquement. Naissant également des rameaux ventraux des nerfs spinaux S3 et S4, le nerf rectal supérieur,
va s'engager dans le canal infrapiriforme et se retrouve alors dans la fosse ischio-rectale où il va gagner le canal anal dont il contribue à assurer l'innervation du sphincter volontaire, du sphincter strié. Le nerf rectal supérieur va par ailleurs contribuer à recueillir la sensibilité de la peau périanale. Nous avons, au titre des rameaux collatéraux, 3 nerfs particuliers issus de S2, de S3 et de S4. Ce sont les nerfs érecteurs, nerfs qui ont été décrits par Eckhart et qui ont la particularité de ne pas être des nerfs du système somatique, mais des nerfs végétatifs. Ce sont les nerfs qui véhiculent les fibres du centre parasympathique pelvien et qui vont apporter les fibres permettant la miction, la défécation et l'érection. On les replacera dans l'organisation du système végétatif du pelvis dans un instant. Enfin, le plexus pudendal va présenter un rameau terminal unique issu des nerfs spinaux S2, S3 et S4. Ce nerf, c'est le nerf pudendal. Nerf pudendal qui est un nerf mixte destiné à l'innervation motrice et sensitive du périnée. Le nerf pudendal, qui se constitue à partir donc des rameaux ventraux des nerfs spinaux S2 à S4, va quitter le pelvis mineur en s'engageant dans le canal infrapiriforme et va donc se retrouver un court instant dans la région glutéale et il va, ce nerf pudendal, revenir dans la région du périnée comme l'artère pudendale interne en repassant dans la petite incisure ischiatique où il va se retrouver dans la fosse ischio-rectale, donc sous le muscle élévateur de l'anus, cheminant au contact de l'obturateur interne dans un dédoublement de son fascia venant constituer le canal pudendal ou canal d'Alcock. Il va accompagner la tubérosité ischiatique, puis la branche ischiopubienne, et vers l'avant va se placer sous la symphyse pubienne, où ce nerf pudendal se termine en devenant le nerf dorsal du clitoris chez les femmes, nerf dorsal du pénis chez les hommes, et ce nerf va être le principal nerf responsable de l'innervation sensitive du gland du pénis et du gland du clitoris. Ce nerf va par ailleurs présenter des rameaux collatéraux dont le principal naît lorsque le nerf pudendal est dans le canal pudendal, canal d'Alcock. C'est le nerf périnéal, je le place à ce niveau, nerf périnéal qui donne 2 branches, une branche superficielle et une branche profonde. Ce nerf va assurer l'innervation motrice et sensitive du périnée. Ce nerf, eh bien, vous en avez sans doute déjà expérimenté la fonction et la dysfonction, notamment lorsque vous êtes mal installé, pour ceux parmi vous qui font du vélo, quand vous êtes mal assis sur la selle du vélo. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'ouverture inférieure du pelvis
qui est délimité donc, par les branches ischiopubiennes et les tubérosités ischiatiques latéralement, la symphyse en avant, et le coccyx en arrière, présente globalement une forme triangulaire, et la selle du vélo, elle va venir se placer dans cette ouverture inférieure ici du pelvis, et si vous êtes mal installé, le bord latéral de la selle vient appuyer sur la tubérosité ischiatique et la partie interne de la branche ischiopubienne, et va donc comprimer le canal pudendal, ou canal d'Alcock, et c'est ainsi que vous avez parfois pu expérimenter cette sensation désagréable de dysesthésie, c'est-à-dire de fourmillement de la région du périnée, de la région pubienne et de la peau des organes génitaux externes. Et ceci matérialise le territoire sensitif important de ce nerf pudendal. Voici donc pour les nerfs somatiques, et donc ces nerfs somatiques dans la région du pelvis. Et vous avez les rameaux terminaux du plexus lombaire, le rameau terminal du plexus lombosacré pour certains, sacré pour d'autres, et puis vous avez ces petits nerfs qui sont les nerfs spécifiquement destinés à la région du pelvis et du périnée, issus du plexus qu'on appellera pudendal, S2 à S4, et dont le principal est le nerf pudendal, ou ancien nerf honteux de la nomenclature traditionnelle, et donc nerf moteur et sensitif de la région périnéale. Ce nerf, bien sûr, on le reverra essentiellement lorsque l'on étudiera les organes génitaux externes. Dans cette région du périnée, nous avons aussi des nerfs végétatifs. Et ces nerfs végétatifs, ils sont particulièrement importants d'un point de vue fonctionnel, puisqu'ils vont commander à des fonctions de miction, de défécation. Ils vont participer grandement à la régulation des fonctions génitales. Et la différence entre le système nerveux somatique et le système nerveux végétatif est que le premier est constitué de nerfs qui sont bien individualisables, surtout le nerf sciatique, le nerf fémoral, qui sont des gros nerfs, alors que le système nerveux végétatif, lui, est un système qui est beaucoup plus diffus et dont le repérage des éléments est souvent difficile, voire impossible, parce qu'en plus extrêmement variable. Et ça explique un certain nombre de conséquences iatrogènes dans la chirurgie du bassin, du petit bassin, en particulier la chirurgie du rectum, la chirurgie de la prostate, où là, des conséquences, notamment sur les fonctions génitales, sont extrêmement fréquentes. Et donc, nous allons, de façon très simplifiée, décrire la systématisation de ce système nerveux végétatif du petit bassin en réalisant cette fois-ci une vue antérieure, orientée crânialement et à gauche, vue antérieure qui va nous montrer les vertèbres L4 et L5, donc partie inférieure de la colonne lombaire, puis articulée avec L5, le sacrum, dont nous ne représenterons que le côté droit, articulé avec la moitié droite du coccyx. Le côté gauche va en réalité être masqué par le rectum, par l'ampoule rectale, on va la représenter en marron, ampoule rectale que l'on va écarter vers la gauche à l'aide d'un petit crochet chirurgical, comme ceci, ce qui va permettre de montrer ce qui se passe en arrière de cet organe. Voici les processus épineux des vertèbres lombaires, L4 et L5. Et pour représenter cette organisation du système nerveux végétatif pelvien qui est en continuité avec les nerfs végétatifs rétropéritonéaux,
on va placer en regard de L4 l'aorte abdominale qui se termine pour donner les deux artères iliaques communes, droite et gauche. Nous placerons également, pour mémoire, la naissance de l'artère mésentérique inférieure à ce niveau. Alors le système nerveux végétatif pelvien est en continuité avec les nerfs végétatifs de la région rétropéritonéale. Ces nerfs végétatifs, vous le savez, ce sont des nerfs extrêmement complexes qui cheminent dans l'adventice de l'aorte essentiellement, et ces nerfs qui sont des nerfs sympathiques, issus des chaînes sympathiques latérovertébrales, thoraciques et lombaires, et parasympathiques, et là dans la région rétropéritonéale, c'est le nerf vague qui apporte le parasympathique. Ces nerfs se condensent à l'origine des artères issues de l'aorte, formant ce qu'on appelle donc les ganglions ou plexus, ici mésentériques inférieurs, au-delà desquels se placent des nerfs viscéraux qui accompagnent ces artères et gagnent ainsi leur territoire. En l'occurrence, les nerfs qui transitent par le ganglion mésentérique inférieur vont apporter l'innervation végétative, sympathique et parasympathique de la moitié gauche du côlon transverse, du côlon descendant, du côlon sigmoïde et de la moitié supérieure du rectum, c'est-à-dire pour le territoire de la mésentérique inférieure. C'est comme ça que ça fonctionne. Lorsque l'aorte se termine, ce lacis de nerfs végétatifs se prolonge en avant de la colonne vertébrale lombaire, puis en avant du disque lombosacré, puis en avant du sacrum, venant constituer le plexus hypogastrique supérieur. Alors ce plexus hypogastrique supérieur, chez certains individus, il est très étalé et très diffus, et donc quand on va aborder la région en dissection anatomique ou chirurgicalement, on ne va rien voir que du tissu conjonctif. Chez d'autres individus, il est plus resserré, venant constituer un cordon un peu plus facilement individualisable, qu'on appellera alors le nerf présacré. Et dans ces cas-là, évidemment, quand on peut voir quelque chose, eh bien, le préserver est plus simple. Et donc, la chirurgie de l'aorte abdominale, donc les chirurgies des anévrismes de l'aorte, ou la chirurgie de la charnière lombosacrée, aura moins de probabilité d'interrompre ces fibres nerveuses extrêmement diffuses. Le plexus hypogastrique supérieur va, en regard de la face antérieure du sacrum, se répartir en deux cordons, droit et gauche, venant constituer les nerfs hypogastriques, à droite et à gauche, et ces deux nerfs vont passer de part et d'autre de l'ampoule rectale pour se prolonger par un plexus de forme quadrilatère situé en regard de la face latérale du rectum et qui forme de chaque côté le plexus hypogastrique inférieur. D'accord, tout le monde me suit? Plexus hypogastrique supérieur qui est dans la continuité des nerfs végétatifs rétropéritonéaux. Ensuite, ce plexus qui est plus ou moins condensé descend dans le pelvis, se divise en deux coulées droite et gauche formant les nerfs hypogastriques, rejoignant le plexus hypogastrique inférieur à droite et à gauche du rectum.
Donc ce plexus hypogastrique est alimenté essentiellement par des fibres sympathiques qui sont issues des nerfs splanchniques lombaires. À côté de ces éléments issus du plexus hypogastrique supérieur, arrivent à ce niveau des nerfs sympathiques issus des chaînes sympathiques latérovertébrales, lombaires puis sacrées. Ces chaînes sympathiques latérovertébrales donnent des nerfs splanchniques qui vont rejoindre le plexus hypogastrique supérieur, les nerfs hypogastriques et le plexus hypogastrique inférieur, apportant donc au plexus hypogastrique inférieur des nerfs sympathiques d'origine lombaire basse et sacrée. Enfin, le plexus hypogastrique inférieur va recevoir des nerfs parasympathiques qui sont issus des rameaux ventraux des nerfs spinaux S2, S3 et S4. Voici S2, S3 et S4. Ce sont les nerfs érecteurs qui vont apporter à ce système le contingent parasympathique issu du centre parasympathique pelvien. Donc, de chaque côté du rectum se constituent des plexus hypogastriques inférieurs qui sont alimentés par des centres sympathiques et des centres parasympathiques. Au-delà du plexus hypogastrique inférieur, naissent des nerfs viscéraux qui se destinent à l'ampoule rectale et au sphincter lisse de l'anus, et vers l'avant, qui vont se porter, on peut le représenter comme ceci, vers les viscères qui sont situés en avant du rectum, c'est-à-dire vers les organes génitaux, vers la vessie, vers le périnée, et ces nerfs viscéraux vont apporter aux viscères du petit bassin et au périnée leur innervation sympathique et parasympathique. Alors, en pratique, à quoi ça sert? Eh bien, par exemple, nous avons en L3 le centre nerveux de l'éjaculation dont les fibres vont s'engager dans le plexus prévertébral périaortique, puis descendre dans le plexus hypogastrique supérieur, les nerfs hypogastriques, transiter par le plexus hypogastrique inférieur, puis s'engager dans les nerfs viscéraux qui sont en aval du plexus hypogastrique inférieur pour rejoindre l'appareil génital masculin et féminin. Qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, en cas de chirurgie d'un anévrisme de l'aorte ou en cas de chirurgie d'une pathologie de la charnière lombosacrée, et surtout si le plexus hypogastrique inférieur est diffus, étalé et mal individualisable, eh bien c'est une interruption du système à ce niveau, ce qui va entraîner chez les hommes un trouble de l'éjaculation, avec en particulier des éjaculations rétrogrades, c'est-à-dire que l'éjaculation ne se fera pas vers l'extérieur, mais se fera dans la vessie. Eh bien, c'est une des conséquences pathologiques, notamment des chirurgies des anévrismes de l'aorte par voie ouverte, et dont il faut informer les patients, et qui s'explique tout simplement par la systématisation de ce système. L'autre conséquence, ça va être l'existence au niveau du centre parasympathique pelvien, S2 à S4, du centre de l'érection. Les nerfs, et c'est d'ailleurs le centre sacré de l'érection qui a valu au rameau issu de S2 à S4 le nom de nerf érecteur. Ça vient de là. Eh bien, les neurones qui contrôlent l'érection cheminent donc dans les rameaux ventraux des
nerfs spinaux sacrés, puis passe dans les nerfs érecteurs, puis traverse le plexus hypogastrique inférieur, puis s'engage dans des nerfs viscéraux qui vont rejoindre les corps érectiles. Eh bien, on peut avoir à ce niveau-là deux actes chirurgicaux fréquents qui peuvent interrompre cette voie. C'est d'abord la chirurgie du rectum, dans la chirurgie des cancers du rectum, où eh bien, une lésion des deux plexus hypogastriques inférieurs peut interrompre cette voie et donc entraîner une impuissance, c'est-à-dire une incapacité d'érection d'origine neurogène. Et l'autre lieu où ce système peut être interrompu, c'est un petit peu en avant. Cette fois-ci, ce ne sera pas le plexus hypogastrique inférieur qui peut être lésé, mais les nerfs viscéraux qui en émergent, c'est dans la chirurgie de la prostate. Et là, de la même manière, eh bien, une interruption de ces voies diffuses et souvent mal individualisables eh bien, peut entraîner des troubles de l'érection de nature neurogène. Sachez que la chirurgie robot-assistée permet, pour des raisons techniques, de mieux identifier ces filets nerveux et donc limite, dans une certaine mesure, la probabilité de survenue de ces conséquences iatrogènes. Voilà donc quelques éléments sur les vaisseaux et les nerfs de la région du pelvis. Et donc, à partir de la semaine prochaine, nous attaquerons la morphologie des organes abdominaux puis pelviens.